Alan Petre, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Bienvenue dans les studios d'RFI. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez intégré en janvier dernier la NASA en tant qu'ingénieur aérospatial à 24 ans seulement. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Jamais l'agence spatiale américaine n'avait fait de place à une aussi jeune recrue française. C'est un rêve qui est devenu réalité. Vous allez nous le raconter. Vous êtes donc basé à Los Angeles au sein du Jet Propulsion Laboratory, le centre le plus prestigieux de la NASA. Comment avez-vous vécu ces premiers mois? Très bien, très bien, très bien. Une très bonne intégration. J'ai été très bien intégré par mon équipe. J'ai rencontré des personnes formidables, des scientifiques au niveau vraiment très très relevé. Et c'est des scientifiques qui, j'ai eu la chance, moi, pendant plusieurs années avant d'arriver ici, que j'ai pu voir dans des documentaires ou que j'ai pu lire des articles qu'ils avaient écrits, etc. Donc les voir en vrai et travailler avec eux, voilà, c'est un rêve qui se réalise et ça fait longtemps que je rêvais voilà, de travailler à la NASA. Donc c'est sûr que c'est une fierté et je suis très content. Alors c'est vrai, Alan Petre, que vous nourrissez ce rêve depuis l'école primaire. Vous avez raconté que c'est une sortie scolaire, tout simplement, au niveau du CE1, du CE2, quand on a 7, 8 ans, qui vous a mis sur la voie de l'espace. C'est ça, c'est arrivé très tôt, dès l'école primaire. Dès l'école primaire, j'ai eu voilà, cette envie, cette rencontre avec le spatial lors d'une sortie scolaire où on est parti observer les étoiles. Et voilà, ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était vraiment, voilà, c'était assez impressionnant de voir des planètes comme Jupiter ou encore Saturne juste à travers une lunette ou un télescope. Donc ça m'avait marqué et j'avais beaucoup de questions. Et du coup, c'est comme ça que c'est resté. J'ai commencé à regarder à lire des livres, à regarder des documentaires, etc. Et j'ai eu la chance d'être dans l'un des très rares collèges de Seine-Saint-Denis où on avait un club d'astronomie. Donc ça a pu encore plus voilà, un peu entretenir cette passion et du coup la maintenir jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc il y a la chance que vous avez eue. Il y a aussi les obstacles. Ce sont les autres, parfois, qui vous disent bah, tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop technique, c'est trop loin. C'est ça. C'est un peu, c'est un peu ce qui m'est arrivé à la fin du lycée. Donc au moment de choisir son orientation et de s'orienter vers les études, j'ai eu des professeurs et des conseillers qui m'ont pas forcément orienté de la bonne manière parce que voilà, on m'avait dit que la NASA c'était un peu trop haut, un peu trop Inaccessible. inaccessible Ouais. déjà en tant que Français. Et aussi voilà, parce que le domaine de l'aérospatial il est assez difficile et compliqué. En soi c'est vrai. Mais en l'occurrence, voilà, ça m'a un peu bloqué et j'ai commencé mes études donc en gestion des entreprises et des administrations, ce qui n'a rien à voir avec l'aérospatiale. Donc j'ai dû du coup après me réorienter pour du coup tenter ma passion, quoi. Mhm. Et donc, il faut pousser les portes, une à une, en quelque sorte. Il faut du culot aussi, notamment lorsque vous contactez pardon, une ingénieure de la NASA pour lui dire j'ai vu vos travaux, j'ai envie de venir travailler avec vous. C'est comme ça que ça commence, en fait, votre recrutement. C'est ça, il faut pousser les portes, il faut avoir de l'audace et il faut aussi viser très haut. Je pense que c'est important de viser le plus haut possible et de pas s'auto-limiter et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai décidé de pas m'auto-limiter, de viser le plus haut possible et d'avoir de l'audace. Et je pense que cette réorientation, mine de rien, elle m'a beaucoup fait réfléchir et donc quand je me suis réorienté, voilà, je me suis dit: «Bon là, je suis dans un domaine qui me plaît maintenant». Il y a encore, voilà, quelques mois ou un an, j'étais dans un domaine qui me plaisait pas. Là, j'ai la chance de pouvoir étudier ce qui me plaît, Quelle donc ponctualité. je vais Merci aller à Xavier fond Besson, très et bonne journée. je vais tenter le maximum, le tout pour le tout, quoi. Mhm, Et mhm. donc c'est comme ça que c'est venu et j'ai pu aller à l'audace et contacter aussi bien déjà dans un premier temps un chercheur de l'université de Floride, là où j'ai fait mon stage en astrophysique pendant mon école d'ingénieur et ensuite, oui, une chercheuse ingénieure de la NASA. Ça demande une sacrée confiance, tout ça, une confiance en soi. Vous la tenez d'où? Je dirais que ça vient du fait que j'ai en commençant mes études dans ce domaine-là, en gestion des entreprises et en étant passé vraiment par une formation qui me plaisait pas, je savais ce que ça faisait. Et je me suis dit: «Bon, là, je sais ce que ça fait, j'ai pas aimé, maintenant que ça me plaît, j'y vais à fond». Et vu que j'avais ce rêve depuis très longtemps, en fait, un mélange aussi c'est aussi la passion et le rêve qui parlaient parce que, Mhm. voilà, je me suis dit: «Bon, la pire chose que je peux recevoir, c'est soit un non ou soit pas de réponse». Donc au final, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que je risque? Ouais. Voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre au final? De tenter ma chance et c'est ce que j'ai fait au final et c'est comme ça que je pense que mon audace est
est venu, quoi. En quoi consiste votre travail? Alors si ça peut être, accessible au commun des mortels, ça doit être forcément technique et extrêmement compliqué, mais si vous deviez le résumer, votre travail aujourd'hui, au bout de quelques mois, en quoi consiste-t-il? Alors, du coup, moi, je suis affilié au programme vénusien. Donc, la NASA a un regain d'intérêt vers Vénus. On va dire qu'en termes de planète tellurique, on a eu beaucoup de missions de la NASA vers Mars les années précédentes, donc avec les missions Curiosity, Perseverance. Aujourd'hui, la NASA a un regain d'intérêt vers Vénus, donc on pense à lancer des missions aux alentours entre 2029 et 2034, dont une sur laquelle je travaille, qui est une sonde qu'on va envoyer dans l'atmosphère de Vénus, donc voilà, à une certaine altitude, pour étudier du coup les écoulements atmosphériques, la topographie de la planète et l'impact des volcans sur l'effet de serre de Vénus. Parce que Vénus, c'est une planète où on a beaucoup d'effets de serre, on a des températures qui sont très très hostiles en surface, environ 470 degrés de moyenne, une pression atmosphérique de 92 bars, donc c'est 92 fois plus élevé que celle sur Terre. Donc on a des conditions très hostiles, on a une planète qui est rocheuse, qui a la même taille que la Terre, à peu près 12 000 km de diamètre, qui reçoit aussi à peu près la même énergie thermique du Soleil que la Terre, et on veut comprendre pourquoi une planète qui a autant de ressemblances a aussi autant de différences. Et Mmh. donc le but c'est d'expliquer tout ça et de savoir, c'est de comprendre si un jour la Terre aura potentiellement le même avenir que Vénus. Mmh. Vous savez que Thomas Pesquet, votre aîné, a commencé, comme vous, ingénieur dans l'aérospatiale. Vous vous voyez aussi voler, vous, un jour? Ou alors c'est pas du tout votre sujet? Alors oui, Thomas Pesquet a commencé comme moi, donc à 23-24 ans en tant qu'ingénieur au CNES. Donc il a commencé en France et c'est sûr que c'est un exemple pour moi. C'est un exemple pour moi. Je me vois peut-être à l'avenir aussi tenter de devenir astronaute et de succéder à Thomas Pesquet, Sophie Anneau et moi aussi d'avoir la chance de représenter la France dans l'espace. Mais c'est encore un autre parcours du combattant ça et une autre bonne dose d'audace et de persévérance. Exactement, c'est un autre objectif, mais je pense que dans la vie, c'est important de se fixer des objectifs et de toujours voilà, chercher de nouvelles ambitions, ne pas avoir peur des obstacles, ne pas avoir peur du changement et toujours y aller à fond. Là, j'ai eu la chance d'assez tôt réaliser mon rêve, qui était d'intégrer la NASA. On va dire que mon prochain objectif, ce serait ouais, de devenir astronaute et je compte m'y prendre un peu comme avec la NASA, y aller étape par étape. Je sais ce qu'il me reste à faire, je sais à peu près quelles étapes je dois mener pour tenter d'y arriver. Donc je vais y aller doucement mais sûrement, et je vais tenter ma chance. L'actualité, spatiale de ces semaines, de ces jours-ci, c'est le vol inaugural d'Ariane 6 avec, 4 ans de retard, hein, sur le calendrier, initial. Des reports qui ont mis à mal l'image du lanceur, européen. Est-ce que pour vous, l'Europe a encore son mot à dire, dans le spatial? Il y a eu, tout récemment, même l'opérateur météo des satellites européens qui est allé choisir la société d'Elon Musk, donc SpaceX, pour lancer son satellite. Ariane 6, ça n'est déjà plus ni à la mode, ni dans le coup. Alors déjà, je pense que la première chose qui est importante à dire, c'est qu'en Europe, l'Europe est très très bon. L'Europe est vraiment, en termes de niveau, dans l'aérospatial, que ce soit en termes de satellites ou même de lanceurs spatiaux, l'Europe a une expertise qui est reconnue mondialement, qui a toujours été reconnue mondialement. On a eu Ariane 5, on a eu un lanceur comme Oui. Ariane 5 qui a marqué l'histoire. Mais elle est concurrencée aujourd'hui, de plus en plus concurrencée, non seulement par les Américains, mais aussi par les Russes, par d'autres puissances et par les sociétés privées. Alors, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le but d'Ariane 6 aujourd'hui, c'est pas vraiment de concurrencer SpaceX. Parce qu'il faut savoir que SpaceX, avec la Falcon 9 par exemple, ils envoient des satellites en orbite basse, généralement, à entre 200 et 400 km d'altitude, ce qui est généralement, c'est les satellites de la constellation Starlink d'Elon Musk. Là, avec Ariane 6, le but d'Ariane 6, le but premier d'abord, c'est de donner à l'Europe son accès souverain à l'espace. C'est de rendre à l'Europe son accès souverain à l'espace, qu'on a perdu avec Ariane 5 forcément, avec forcément un prix plus compétitif, parce que Ariane 6 se vend à, je crois qu'il me semble que c'est 60, ouais, 40 à 50% moins cher qu'Ariane 5. Donc c'est un prix qui est moins élevé, donc qui est plus intéressant. Mais à côté de ça, c'est sûr qu'on a SpaceX qui prend une grosse part de marché aujourd'hui. Là, comme vous avez dit, il y a des satellites européens qui partent avec SpaceX, mais c'est tout simplement, je pense, parce que Ariane 6 n'est pas encore prête. Mais une fois qu'Ariane 6 sera prête, je pense que tous les satellites, en tout cas la plupart des satellites européens, partiront avec Ariane 6. Mais Mhm. le but premier,
c'est pas forcément de concurrencer SpaceX, c'est d'abord de rendre à l'Europe son accès souverain à l'espace. Voilà, c'est important je pense, de mettre le point là-dessus, parce que voilà, Ariane 6 n'a pas forcément été faite pour concurrencer, elle n'est pas réutilisable. La Falcon 9 de SpaceX, elle, est réutilisable en partie. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes lanceurs et on ne lance pas dans les mêmes orbites. Mhm. Ariane 6, par exemple, sur son format Ariane 64, va lancer en orbite géostationnaire des satellites qui sont généralement plus gros. Et donc SpaceX, avec la Falcon 9, ne lance pas des satellites en géostationnaire. Donc Mhm. c'est... Voilà. Quand on pense à la conquête spatiale, Alan Petre, on pense à une aventure humaine extraordinaire, exceptionnelle, unique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'espace est devenu un terrain de jeu pour certains hommes d'affaires ou pour certains milliardaires, pour certaines personnes extrêmement fortunées. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée notamment d'Elon Musk avec la constellation Starlink ou encore Jeff Bezos avec Amazon et prochainement la constellation aussi Kuiper d'Amazon, on a un peu ce côté entre guillemets business qui rentre dans le spatial. Ça vous dérange ou vous pensez que c'est un atout pour le développement et pour la recherche? Alors, il a toujours été présent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore plus marqué. Et c'est vrai que si on parle en termes de recherche, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'astrophysiciens qui sont assez réticents et qui ont du mal avec ça parce que beaucoup d'astrophysiciens se plaignent des constellations en orbite basse, comme Starlink ou comme prochainement Kuiper, parce qu'on a du mal, de plus en plus de mal, à observer les étoiles, ou observer l'univers d'une manière vraiment efficace, parce qu'on a des satellites qui passent tout le temps. En permanence, Et c'est donc devenu ça, une autoroute. c'est devenu une autoroute et ça, entre guillemets, pollue un peu l'orbite basse. Et voilà, donc on a des tensions aujourd'hui entre les chercheurs et la partie un peu les ingénieurs qui font et voilà, qui designent les satellites. Mais voilà, donc ça crée des tensions, c'est ce qui est un peu dommage. Donc ma vision par rapport à ça, ce serait peut-être oui, de limiter au maximum. C'est vrai que c'est facile à dire, mais ce serait de limiter au maximum le nombre de constellations en orbite basse à terme, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à un stade où ça risque d'être vraiment compliqué en termes déjà de collision là-haut, mais aussi en Éviter termes les de... accidents dans l'espace, tout simplement. Exactement. Ouais. Mais aussi en termes d'observation astronomique, voilà, parce que c'est observer l'univers, observer les étoiles, c'est aussi mieux comprendre nous d'où on vient et ça nous aide à répondre à des questions fondamentales. Donc avoir ce type de constellations qui peuvent polluer un peu les observations, ça risque à terme d'être un peu dérangeant. Ouais, la lutte contre la pollution, c'est donc également dans l'espace. C'est ça. Merci beaucoup, Alan Petre, d'être passé par les studios de Radio France Internationale. On a bien retenu qu'on risquait de vous voir peut-être un jour, je ne sais pas, sur la Station spatiale internationale, Bah, si elle existe encore. Vous reviendrez? je tenterai ma chance, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Cet entretien est à retrouver évidemment sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Green light, clear. Houston, LA.